Arrêtez-vous! Ne bougez pas! La voix rauque et autoritaire de l'agent Thierry Dubois trancha l'air paisible du crépuscule à Willow Creek Estates, un quartier huppé d'Arlington, en Virginie, où les chênes centenaires projetaient des ombres longues sur les pelouses impeccables. Quelques moineaux, effrayés par le cri, s'envolèrent d'un arbre voisin, leurs ailes battant frénétiquement dans la lumière déclinante. Commandante Aurore Beaumont, une officière de l'armée de l'air française, venait de descendre de sa vieille Peugeot 308, un modèle modeste mais fiable qu'elle affectionnait pour son côté pratique. Elle s'était arrêtée un instant pour attraper son sac à main sur le siège passager, son regard perdu dans la douceur de cette soirée d'automne, lorsqu'elle se figea, surprise par l'approche rapide du policier. Aurore tourna lentement la tête vers lui, son visage marqué par une élégance discrète, typique de cette retenue française qu'elle cultivait avec soin. « Que se passe-t-il, monsieur l'agent » demanda-t-elle d'une voix posée, ces mots, teintés d'un léger accent français qui trahissait ses origines bordelaises. L'agent Dubois, dont le badge indiquait son nom en lettres austères, s'avança, le visage empourpré par une colère mal contenue, sa main droite posée sur la crosse de son Glock 19. « Vous ne savez pas lire » aboya-t-il, pointant un panneau de stationnement interdit à quelques mètres. « Pas de parking ici. Où sont vos papiers? Dépêchez-vous » Aurore baissa les yeux vers l'arrière de sa voiture. Sa roue droite mordait légèrement la ligne blanche séparant son emplacement de celui d'à côté, un espace étroit coincé entre un imposant SUV Lexus noir et un lampadaire. Elle avait dû manœuvrer plusieurs fois pour se garer, le SUV occupant une partie de sa place. « Je suis désolé, monsieur l'agent, » répondit-elle avec une politesse mesurée, cherchant à apaiser la tension. « J'ai mal garé à cause de l'espace réduit, je vais déplacer la voiture immédiatement. » Mais Dubois ne semblait pas disposé à écouter. « Ne discutez pas avec moi, » hurla-t-il, sa voix résonnant dans le parking désert, faisant vibrer l'air frais du soir. « Mettez vos mains au-dessus de votre tête, tout de suite. » Aurore sentit un frisson d'inquiétude la parcourir. Elle avait connu des situations tendues, des briefings sous pression dans des zones de guerre, mais cette agressivité brute dans un quartier aussi calme la déstabilisait. Pourtant, fidèle à son entraînement militaire et à sa nature réfléchie, elle garda son calme. Lentement, elle leva les mains, son regard fixé sur Dubois. « D'accord, monsieur l'agent, je coopère. Mes papiers sont dans mon portefeuille, sur le siège passager, » dit-elle en désignant la voiture d'un léger mouvement de tête. Ce geste, innocent et naturel, sembla déclencher une panique irrationnelle chez Dubois. « Menteuse, vous cherchez une arme ?» cria-t-il, ses yeux bleus glacés brillant d'une méfiance irraisonnée. Sans avertissement, il dégaina son Glock. Une détonation déchira l'air. Une douleur fulgurante traversa l'abdomen d'Aurore, comme si une lame chauffée à blanc s'enfonçait dans sa chair. Elle poussa un cri, ses mains retombant instinctivement pour presser la blessure. Du sang, chaud et poisseux, trempa son chemisier blanc et son jean. Ses genoux cédèrent et le monde s'estompa dans un flou douloureux alors qu'elle s'effondrait sur le bitume froid. Quelques heures plus tôt, Aurore Beaumont, 40 ans, commandante dans l'armée de l'air française, achevait une longue journée de travail au Pentagone où elle était détachée pour une mission de coopération internationale au sein du Space Operations Command. Son bureau, modeste mais fonctionnel, offrait une vue apaisante sur le Potomac, un luxe qu'elle appréciait sans ostentation. Cette journée avait été particulièrement intense, marquée par des réunions interminables sur un projet de satellite de surveillance et les préparatifs d'un exercice militaire multinational. Aurore, avec son esprit analytique et sa rigueur, excellait dans ce rôle exigeant. Elle était connue pour sa capacité à garder son sang-froid, une qualité forgée par des années de service, y compris 2 missions en Irak et une en Afghanistan, où elle avait analysé des images satellites et coordonné des opérations logistiques cruciales. Née à Bordeaux, fille d'un colonel de l'armée de terre et d'une infirmière décédée lorsqu'elle était adolescente, Aurore avait grandi dans l'univers militaire, entre les bases françaises et étrangères. Son père, un homme droit mais exigeant, lui avait transmis des valeurs d'honneur, de discipline et de service. Après des études brillantes à l'école de l'air, elle s'était distinguée par son intelligence et sa détermination, recevant la médaille de la Défense nationale pour son courage sous pression. À 40 ans, elle était une étoile montante, respectée par ses pairs, mais restait d'une simplicité désarmante. Elle vivait dans un petit appartement à Alexandria, conduisait sa vieille Peugeot et préférait les plaisirs simples, lire Proust au bord du Potomac, courir le matin,
ou partager un verre de vin avec ses rares amis proches. Ce soir-là, elle se rendait chez Sophie Laurent, sa meilleure amie depuis l'école de l'air, qui venait d'accoucher de sa première fille, Camille. Sophie, diplomate au consulat français, vivait avec son mari Eric, un ingénieur informatique, dans une élégante maison de ville à Willow Creek Estates. Ce quartier, avec ses rues bordées d'arbres et ses résidents aisés, était un écrin de calme, mais Aurore, avec son teint mat et ses origines métissées, s'y sentait parfois étrangère. Vers l'heure où le ciel s'embrasait de teintes orangées, Aurore quitta le Pentagone, un petit cadeau pour bébé Camille, un doudou en coton bio et une boîte de macarons Ladurée, posée sur le siège passager. La circulation de Virginie, dense et chaotique, ne la perturbait plus. Elle mit une playlist de jazz français, les notes de Michel Legrand emplissant l'habitacle pour se détendre. En arrivant à Willow Creek, elle suivit les indications de Sophie et trouva le parking visiteur, mais les places étaient rares. Après avoir tourné lentement, elle repéra un emplacement entre le SUV Lexus et un lampadaire. L'espace était si étroit qu'elle dut s'y reprendre à plusieurs fois, pestant intérieurement contre le conducteur du SUV. Lorsqu'elle sortit, elle remarqua que sa roue arrière droite touchait légèrement la ligne blanche. « Pas grave, pensa-t-elle, je corrigerai plus tard. » Elle voulait profiter de sa soirée avec Sophie, rire, parler de tout et de rien, oublier le stress du travail. Mais alors qu'elle attrapait son sac, Thierry Dubois apparut. Dubois, 32 ans, était un policier du comté d'Arlington depuis 5 ans. Avant cela, il avait servi brièvement dans les marines, mais avait été renvoyé pour insubordination. Grand, les cheveux coupés en brosse, il arborait un regard dur et une attitude rigide. Derrière son uniforme se cachaient des préjugés profonds, notamment envers les personnes qu'il jugeait hors de place, dans des quartiers comme Willow Creek. La vieille Peugeot d'Aurore, son apparence modeste et son léger accent lui avaient immédiatement déplu. Lorsqu'il vit la roue sur la ligne, une irritation irrationnelle s'empara de lui. Il gara sa voiture de patrouille et s'avança, déterminé à imposer son autorité. Aurore, habituée à gérer des situations complexes, tenta de désamorcer la tension avec calme, mais chaque mot semblait attiser la colère de Dubois. Lorsqu'elle mentionna ses papiers, son léger mouvement vers la voiture fut perçu comme une menace. La détonation suivit, brutale, irréelle. À cet instant, derrière une fenêtre du 2e étage, Sophie Laurent, tenant Camille dans ses bras, sursauta. Le bruit du coup de feu, sec et terrifiant, brisa le silence. Elle se précipita sur son balcon, son cœur battant. En bas, elle vit une silhouette effondrée près d'une Peugeot argentée. « Aurore !» cria-t-elle, reconnaissant la voiture. Déposant Camille dans son berceau, elle dévala les escaliers, Eric sur ses talons. À quelques mètres, M. Larson, un retraité américain vivant dans une maison voisine, avait entendu le cri de Dubois et la détonation. Intrigué, il avait attrapé son téléphone et filmé discrètement la scène depuis sa fenêtre. La vidéo, bien que floue, capturait l'essentiel. Aurore, immobile, les mains levées, et Dubois hurlant, dégainant son arme sans raison apparente. Sophie atteignit Aurore, s'agenouilla près d'elle, ses mains tremblantes pressant le chemisier ensanglanté. « Aurore, tiens bon, je t'en prie » murmura-t-elle, les larmes aux yeux. Eric, livide, appela les secours. « Ambulance, vite! Willow Creek Estates, une femme a été blessée par balle. » Dubois, figé, son arme encore fumante, balbutia des excuses incohérentes. « Elle a bougé, j'ai cru. » Mais ces mots se perdirent dans le chaos. Les sirènes hurlèrent bientôt, déchirant la quiétude du quartier. Une ambulance et 2 voitures de patrouille arrivèrent. Les ambulanciers se précipitèrent vers Aurore, stabilisant sa blessure avant de l'emmener. Lieutenant Jeanne Kim, une officière respectée d'origine coréenne, prit la situation en main. Calme mais ferme, elle ordonna à ses hommes de sécuriser la zone et d'identifier les témoins. Puis, elle se tourna vers Dubois, dont les mains tremblaient. « Expliquez-vous, agent, dit-elle, son ton glacial. Elle n'a pas obéi, elle a fait un geste vers la voiture, j'ai cru qu'elle était armée, bredouilla Dubois. Jeanne fronça les sourcils, son instinct lui soufflant que quelque chose clochait. Sophie, en pleurs, s'approcha d'un autre officier. « C'est mon amie, commandante Aurore Beaumont, elle travaille au Pentagone. Ses papiers sont dans son sac, là, dans la voiture. » Avec autorisation, un agent fouilla et trouva le portefeuille d'Aurore contenant sa carte militaire. Jeanne lut à voix haute. « Aurore Beaumont, commandante, armée de l'air française. » Un silence lourd s'installa.
Les officiers échangèrent des regards. Dubois blêmit. « Je ne savais pas, murmura-t-il. Jeanne, furieuse, ordonna. « Désarmez-le, emmenez-le au poste. » Alors que l'ambulance s'éloignait, sirène hurlante, M. Larson s'approcha discrètement de Sophie et lui montra son téléphone. « J'ai tout filmé, » chuchota-t-il. « Ça pourrait aider. » Le crépuscule s'éteignait sur Willow Creek, mais une tempête se préparait, portée par une balle et une vérité encore à révéler. Dans l'éclat stérile d'une chambre d'hôpital, Aurore Beaumont flottait entre conscience et néant, son souffle fragile rythmé par le bip régulier des machines. La douleur dans son abdomen, bien que maîtrisée par les analgésiques, semblait murmurer une vérité cruelle. Une simple erreur de stationnement avait failli lui coûter la vie. Dehors, le monde s'agitait. L'incident de Willow Creek Estates, initialement perçu comme un banal fait divers, prenait une ampleur inattendue. Les médias locaux, alertés par des rumeurs d'une officière française blessée par un policier, s'emparaient de l'histoire. Les réseaux sociaux, eux, bruissaient déjà de spéculations, alimentés par une vidéo floue mais accablante, capturée par M. Larson, le voisin retraité. Cette vidéo, montrant Aurore immobile, main levée, face à un Thierry Dubois hurlant et armé, circulait à une vitesse fulgurante, transformant un drame personnel en un cri collectif pour la justice. À mesure que les détails émergeaient, l'indignation grandissait, non seulement à Arlington, mais aussi dans les cercles diplomatiques français, où l'on s'inquiétait pour une compatriote respectée. Aurore, toujours inconsciente, ignorait qu'elle devenait un symbole, une figure autour de laquelle se cristallisait une colère sourde contre les abus de pouvoir et les préjugés. À l'hôpital, Sophie Laurent veillait au chevet de son amie, ses yeux rougis par les larmes et l'épuisement. Elle serrait la main d'Aurore, murmurant des mots d'encouragement, comme si sa voix pouvait ramener la commandante à la vie. Éric, son mari, faisait les 100 pas dans le couloir, son téléphone vibrant sans cesse sous les appels de collègues et de journalistes. « Comment en est-on arrivé là ?» répétait-il, la voix brisée. Sophie, ancienne camarade d'Aurore à l'école de l'air, connaissait la force de son amie, mais cette épreuve semblait dépasser tout ce qu'elles avaient affronté ensemble. Leur amitié, forgée dans les rigueurs de l'entraînement militaire et les soirées à refaire le monde autour d'un verre de Sancerre, était un pilier pour Sophie. Voir Aurore, si pleine de vie, réduite à cet état de fragilité la bouleversait. Pourtant, elle refusait de céder au désespoir. Elle contacta l'ambassade de France où elle travaillait comme attachée culturelle pour mobiliser du soutien. Rapidement, un conseiller diplomatique, Pierre Morel, promit d'intervenir pour que l'affaire soit traitée avec sérieux. « Nous ne laisserons pas une citoyenne française, une héroïne militaire, être victime d'une telle injustice », assura-t-il. Pendant ce temps, au poste de police d'Arlington, l'enquête prenait un tour décisif sous la direction de Lieutenant Jan Kim, une officière d'origine coréenne connue pour son intégrité. Jeanne, la quarantaine, avait gravi les échelons dans un milieu souvent hostile aux femmes et aux minorités. Son calme apparent cachait une détermination féroce à faire éclater la vérité. Elle interrogea Thierry Dubois dans une salle exiguë, son regard perçant scrutant chaque mot du policier. Dubois, nerveux, répétait sa version. Elle a fait un geste brusque vers la voiture, j'ai cru qu'elle cherchait une arme. J'ai suivi le protocole. Mais ses explications vacillaient sous les questions précises de Jeanne. Un geste brusque ? demanda-t-elle, haussant un sourcil. Vous voulez dire un hochement de tête pour indiquer son sac ? Et où est la vidéo de votre caméra corporelle ? Dubois bafouilla, prétendant un dysfonctionnement technique. Jeanne n'y croyait pas. Elle savait que les caméras des officiers d'Arlington enregistraient automatiquement, sauf si elles étaient délibérément désactivées. Ce détail, combiné à la vidéo de M. Larson, commençait à dessiner un tableau accablant. Jeanne ordonna une analyse immédiate des enregistrements et convoqua des témoins, dont Sophie et Éric, pour recueillir leurs déclarations. À des milliers de kilomètres, à Bordeaux, Clara Beaumont, la sœur cadette d'Aurore, reçut un appel dévastateur de Sophie. Clara, professeure de littérature à l'université, vivait une vie paisible, loin des tumultes militaires de sa sœur. Apprendre qu'Aurore luttait pour sa vie la laissa sans voix. Sans hésiter, elle réserva le premier vol pour Washington, son cœur lourd de peur et de colère. À son arrivée, elle trouva Sophie à l'hôpital, et les deux femmes s'enlacèrent, partageant un chagrin muet. Clara, avec sa sensibilité d'intellectuelle et son amour pour les mots, avait toujours admiré la résilience d'Aurore, mais elle n'avait jamais imaginé la voir ainsi, vulnérable, branchée à des machines. « Elle est forte », murmura Clara, plus pour se convaincre elle-même que pour rassurer Sophie. «
elle s'en sortira. Sophie hocha la tête, mais ses pensées étaient ailleurs. Elle avait partagé la vidéo de M. Larson avec un contact au Washington Post, espérant que la pression médiatique forcerait les autorités à agir. La vidéo, bien que de mauvaise qualité, montrait clairement Aurore immobile, mains en l'air et Dubois dégainant sans provocation. Publiée en ligne, elle devint virale en quelques heures, accompagnée du hashtag #Justice pour Aurore, lancé par des étudiants français aux États-Unis. Au même moment, Maître Olivier Garnier, un avocat français spécialisé dans les droits humains, fut contacté par l'ambassade. Basé à Paris, Olivier avait défendu des causes internationales, souvent pour des compatriotes victimes d'injustice à l'étranger. Il prit un vol pour Washington, déterminé à représenter Aurore. En rencontrant Sophie et Clara à l'hôpital, il expliqua son plan. Nous devons prouver que cet acte n'était pas un accident, mais le résultat de préjugés et d'un abus de pouvoir. La vidéo est notre arme, mais nous aurons besoin de témoignages et de preuves sur le passé de cet agent. Clara, impressionnée par sa détermination, insista pour participer. « Aurore n'est pas seulement une victime, » dit-elle, la voix tremblante mais ferme. « C'est une femme qui a servi son pays, qui a risqué sa vie. Elle mérite justice. » Olivier acquiesça, notant la force des deux femmes. Ensemble, ils commencèrent à construire un dossier, tandis que Sophie mobilisait ses contacts diplomatiques pour sensibiliser la communauté internationale. L'enquête de Jeanne Kim révéla des éléments troublants sur Thierry Dubois. Une fouille dans son dossier montra 2 plaintes pour usage excessif de la force et 3 signalements pour comportement discriminatoire lors de contrôles, tous classés sans suite. Ces incidents, souvent impliquant des personnes de couleur, dessinaient un portrait inquiétant. Dubois n'était pas un simple policier sous pression, mais un homme dont les préjugés guidaient trop souvent ses actions. Jeanne, en examinant la caméra corporelle, confirma ses soupçons. L'enregistrement s'arrêtait mystérieusement juste avant le tir, un signe potentiel de sabotage. Elle transmit ses découvertes au FBI, qui s'était joint à l'enquête en raison du statut d'Aurore comme officière étrangère. Les agents fédéraux, menés par l'agent spécial Rachel Cohen, une femme méthodique et tenace, commencèrent à interroger Dubois sous un angle plus rigoureux. Sous pression, il devint incohérent, modifiant sa version des faits à plusieurs reprises. « Elle m'a défié », insista-t-il. Son attitude, son accent, elle n'avait pas sa place ici. Ces mots, prononcés dans un moment de panique, trahissaient ses biais et Rachel nota chaque détail. À Willow Creek Estates, l'incident bouleversait la communauté. Monsieur Larson, le retraité qui avait filmé la scène, devint une figure discrète mais centrale. Ancien professeur d'histoire, il avait toujours cru en la justice, même s'il se méfiait des institutions. En partageant sa vidéo avec Sophie, il avait agi par instinct, mais il ne s'attendait pas à ce qu'elle devienne un catalyseur. Bientôt, des voisins organisèrent une veillée devant l'hôpital, brandissant des pancartes réclamant justice. Sophie, malgré son chagrin, prit la parole lors de cet événement, sa voix claire résonnant dans la nuit. « Aurore n'est pas seulement mon amie », déclara-t-elle, un léger trémolo dans la voix. « Elle représente tout ce que nous défendons, le courage, l'honneur, la dignité. Ce qui lui est arrivé est une trahison de ses valeurs. » La foule, composée de résidents, de diplomates français et de militants locaux, applaudit, unissant leurs voix dans un appel à la réforme. À l'hôpital, Aurore émergea enfin du coma après une chirurgie complexe. Ses premières sensations furent la douleur et la confusion, mais le visage de Clara, penché au-dessus d'elle, lui donna un ancrage. « Tu es là », murmura Aurore, sa voix faible mais teintée de cette détermination qui la définissait. Clara, les larmes aux yeux, serra sa main. « On va se battre, Aurore, ensemble. » Sophie, à ses côtés, raconta tout, la vidéo, l'enquête, l'élan public. Aurore écouta, son esprit militaire analysant chaque détail malgré sa faiblesse. Elle comprit que son combat ne se limitait plus à sa survie, mais à une quête plus vaste. Pourtant, elle restait fidèle à sa nature française. Réservée, réfléchie, elle ne voulait pas de vengeance, mais de vérité. « Il faut que cela serve, » dit-elle doucement, « que personne d'autre ne vive cela. » Dehors, le hashtag #Justice pour Aurore gagnait du terrain, repris par des associations de droits humains et des médias internationaux. À Paris, des étudiants manifestèrent devant l'ambassade américaine, brandissant des portraits d'Aurore en uniforme.
l'ambassadeur français à Washington rencontra des officiels américains pour exiger des comptes. À Arlington, la pression sur le département du shérif s'intensifiait. Jeanne Kim, soutenue par Rachel Cohen, présenta ses conclusions préliminaires au procureur fédéral. La vidéo de M. Larson, combinée aux incohérences de Dubois et à son passé trouble, formait un dossier solide. Dubois fut suspendu sans salaire et des charges fédérales, usage illégal d'une arme, abus de pouvoir et tentative de falsification de preuves furent envisagées. Mais pour Aurore, encore alitée, le chemin vers la justice semblait long et incertain. Chaque nuit, elle revivait le moment où la balle l'avait frappée, un cauchemar qui la laissait tremblante. Pourtant, avec Clara, Sophie et Olivier à ses côtés, elle trouva la force de continuer. La vérité, comme une ombre, commençait à émerger, mais la lumière restait à conquérir. Le tribunal fédéral d'Alexandria, en Virginie, se dressait sous un ciel d'automne, ses colonnes de pierre imposantes semblant porter le poids d'une nation en quête de réponse. À l'intérieur, l'air était chargé d'une tension palpable, un mélange de murmures, de regards furtifs et d'attentes. Le procès de Thierry Dubois, l'agent de police qui avait tiré sur commandante Aurore Beaumont pour un simple stationnement imparfait à Willow Creek Estates, captivait l'attention publique. Ce n'était plus seulement une affaire locale, c'était un symbole, un miroir tendu à une société confrontée à ses fractures, préjugés, abus de pouvoir, quête de justice. Dehors, une foule hétéroclite s'était rassemblée. Des militants pour les droits civiques, des vétérans en uniforme, des diplomates français brandissant des pancartes sobres mais éloquentes. Justice pour Aurore, plus jamais ça. Parmi eux, Clara Beaumont, la sœur cadette d'Aurore, se tenait droite, son visage marqué par une détermination farouche. À ses côtés, Sophie Laurent, l'amie fidèle d'Aurore, distribuait des tracts expliquant l'histoire de la commandante, tandis qu'Éric, son mari, coordonnait avec des journalistes internationaux. Ce jour-là, Aurore elle-même devait témoigner, un moment que tous attendaient, non pas comme un spectacle, mais comme une vérité incarnée. Dans la culture française, où la parole mesurée et la dignité priment, Aurore représentait une figure presque balzacienne, une héroïne modeste, contrainte par le destin à porter un combat plus grand qu'elle. À l'intérieur de la salle d'audience, Aurore entra lentement, soutenue par une canne en bois d'ébène, un cadeau de son père, ancien colonel. Son uniforme de l'armée de l'air française, impeccablement repassé, brillait sous les néons, chaque médaille, dont la médaille de la défense nationale, racontant une histoire de sacrifice et de courage. À 40 ans, elle portait encore les stigmates de sa blessure, une démarche fragile, une pâleur persistante, un regard hanté par des nuits de cauchemar. Pourtant, lorsqu'elle prêta serment, sa voix était claire, empreinte de cette retenue élégante qui définissait son caractère. Maître Olivier Garnier, son avocat, l'avait préparée avec soin, mais Aurore n'avait pas besoin de répétition. Elle parlait avec le cœur, comme une Française élevée dans l'amour de la vérité et de la justice. Ce soir-là, commença-t-elle, je rendais visite à une amie, une simple soirée entre proches. Je me suis garé avec difficulté, ma roue touchait la ligne. Quand l'agent Dubois m'a interpellé, j'ai cherché à coopérer, à expliquer. Je n'ai jamais menacé, jamais résisté. Sa voix trembla légèrement en décrivant la détonation, la douleur fulgurante, l'effondrement sur le bitume. Je me suis réveillé à l'hôpital, poursuivit-elle, avec une question. Pourquoi? Pourquoi une telle violence pour si peu? Le silence dans la salle était absolu. Les jurés, un mélange d'hommes et de femmes de divers horizons, semblaient suspendus à ces mots. Même le juge, un homme austère aux cheveux grisonnants, parut ému. Aurore ne cherchait pas à accuser avec rage. Elle exposait les faits, fidèle à cette modération française qui préfère la raison à l'emportement. La défense de Dubois, menée par un avocat ambitieux nommé Gregory Walsh, tenta de discréditer Aurore. Walsh insinua que son passé militaire la rendait potentiellement menaçante, que son attitude arrogante, un euphémisme pour son accent français et sa fermeté polie, avait provoqué Dubois. N'est-il pas vrai, commandante, que vous avez défié l'agent en refusant d'obéir immédiatement? Demanda-t-il, un sourire narquois aux lèvres. Aurore, impassible, répondit. J'ai obéi, monsieur, j'ai levé les mains, j'ai indiqué où étaient mes papiers. Si ma volonté de dialoguer est perçue comme un défi, alors c'est une tragédie pour nous tous.
Cette réplique, prononcée avec une dignité calme, fit frémir l'audience. Sophie, assise au premier rang, serra la main de Clara, tandis que M. Larson, le voisin retraité dont la vidéo avait tout changé, esquissa un sourire discret. La stratégie de Walsh s'effondra face à la cohérence d'Aurore et à la force des preuves. La vidéo de M. Larson, projetée sur un écran géant, montrait clairement Aurore immobile, mains en l'air, face à un Dubois hystérique. Les enregistrements de la caméra corporelle de Dubois, bien que tronqués, révélaient des incohérences, et son passé, 2 plaintes pour violence, 3 pour discrimination, fut exposé sans ménagement par Olivier Garnier. Pendant ce temps, à l'extérieur du tribunal, Clara et Sophie transformaient leur douleur en action. Clara, avec son éloquence de professeur de littérature, avait lancé une pétition en ligne pour une police au service de tous, qui recueillait des milliers de signatures, y compris en France. Sophie, grâce à ses contacts diplomatiques, avait mobilisé des représentants de l'Union européenne pour observer le procès, ajoutant une pression internationale. Ensemble, elles organisaient des ateliers communautaires à Arlington, invitant résidents, officiers de police et militants à discuter de la réforme des forces de l'ordre. Ces réunions, souvent tendues mais sincères, incarnaient l'esprit français du dialogue social, où la confrontation des idées mène à des solutions. Éric, de son côté, développa une application gratuite, Témoin pour la justice, permettant aux citoyens de signaler anonymement des abus policiers. Leur mouvement, baptisé l'Appel d'Aurore, gagnait en influence, attirant même l'attention de figures publiques, comme une sénatrice démocrate de Virginie, qui promit de soutenir des réformes législatives. Le procès dura 3 semaines, chaque jour apportant son lot de révélations. Lieutenant Jeanne Kim, l'enquêtrice principale, témoigna avec une autorité calme, détaillant les failles dans la version de Dubois et les preuves de son sabotage de la caméra corporelle. Rachel Cohen, l'agente du FBI, présenta un rapport accablant sur le passé de Dubois, soulignant comment des plaintes antérieures avaient été ignorées par le département du shérif. Sophie et Éric, appelés comme témoins, décrivirent de l'horreur de la scène, tandis que M. Larson, malgré son âge et sa timidité, raconta comment il avait filmé par instinct, parce que la vérité mérite d'être vue. Dubois lui-même, appelé à la barre, s'effondra sous la pression. Ses excuses, « J'ai paniqué, je ne savais pas qui elle était », sonnaient creuses, surtout lorsqu'il tenta de justifier ses préjugés en marmonnant que « certaines personnes ne semblent pas à leur place à Willow Creek ». Cette phrase, captée par les micros, scella son sort dans l'opinion publique. Le jour du verdict, la salle était comble. Aurore, toujours en uniforme, s'assit au premier rang, entourée de Clara, Sophie et Olivier. Les jurés, après 5 heures de délibération, revinrent avec un verdict unanime. Coupable sur tous les chefs d'accusation, y compris usage illégal d'une arme, abus de pouvoir sous couleur de l'autorité et falsification de preuves. Le juge, dans un discours sévère, condamna Dubois à 19 ans de prison fédérale, dénonçant un acte qui a non seulement blessé une femme innocente, mais aussi sapé la confiance en nos institutions. La salle éclata en applaudissements, vite réprimés par le marteau du juge. Dehors, la foule exulta, des drapeaux français et américains flottant côte à côte. Clara et Sophie s'enlacèrent, leurs larmes mêlant soulagement et épuisement. Aurore, elle, resta silencieuse, son regard fixé sur un point invisible. La justice était rendue, mais à quel prix? Quelques semaines plus tard, Aurore remporta un procès civil contre le département du shérif d'Arlington, obtenant une indemnisation substantielle qu'elle consacra en partie à une fondation, l'Étoile de la Justice, pour soutenir les victimes d'abus policiers. Plus important encore, le comté s'engagea à réformer ses pratiques. Formation obligatoire sur les préjugés, renforcement des caméras corporelles, création d'un conseil citoyen de surveillance. Ces changements, bien que modestes, marquaient un tournant, inspiré par le courage d'Aurore. Physiquement, sa récupération restait lente. 2 chirurgies supplémentaires et des mois de rééducation lui avaient permis de marcher sans canne, mais les cicatrices sur son abdomen et dans son esprit demeuraient. Les crises d'angoisse, les nuits hantées par le bruit du coup de feu, la poursuivaient. Pourtant, avec le soutien de Clara, restée à ses côtés, et de Sophie, devenue une sœur d'âme, Aurore refusait de se laisser définir par sa blessure. Un matin d'automne,
Aurore retourna au Pentagone, non plus comme officière opérationnelle, mais comme conseillère pour une task force intergouvernementale sur la réforme des interactions entre militaires et forces de l'ordre. Porter à nouveau son uniforme fut une victoire, un acte de résilience. Elle commença aussi à parler publiquement, d'abord timidement, lors de conférences à Washington, puis à Paris, Bruxelles et même à l'ONU. Ses discours, empreints de cette éloquence française qui mêle poésie et précision, touchaient les cœurs. « Une balle a traversé mon corps, disait-elle, mais c'est le silence qui tue une société. Nous devons parler, écouter, changer. » Ces mots, simples mais puissants, inspiraient au-delà des frontières. À Arlington, un jardin communautaire fut rebaptisé le Jardin de la Commandante, un espace de paix où un olivier planté par Aurore symbolisait l'espoir. Lors de la cérémonie d'inauguration, entourée de Clara, Sophie, Eric, Monsieur Larson et des résidents, Aurore prit la parole. « Cet arbre, dit-elle, caressant une feuille, nous rappelle que la justice, comme la vie, demande du temps, des racines et du soin. » Un jour, une lettre arriva, écrite par une jeune lycéenne française d'origine maghrébine, inspirée par l'histoire d'Aurore. « Grâce à vous, écrivait-elle, je veux devenir officière pour prouver que nous avons notre place, partout. » Aurore lut cette lettre assise près de sa fenêtre, à Alexandria, son regard perdu sur le Potomac. La cicatrice sur son abdomen pulsait doucement, mais son cœur battait plus fort. Elle n'avait jamais cherché à être un symbole, mais elle comprenait désormais que son épreuve avait allumé une lumière. À Willow Creek Estates, le parking où tout avait commencé avait été refait, mais l'arbre sous lequel les moineaux s'étaient envolés restait là, témoin silencieux. Une petite fille, jouant sur un vélo, s'arrêta près d'Aurore lors d'une de ses rares visites. « C'est vous, la dame qui a survécu ?» demanda-t-elle. Aurore sourit, son regard doux mais résolu. « Oui, » répondit-elle, « mais surtout, je suis quelqu'un qui croit encore en la justice. » L'histoire d'Aurore Beaumont ne s'arrêta pas au verdict. Elle devint un mouvement, porté par ceux qu'elle avait touchés, Clara, Sophie, Monsieur Larson, Jeanne Kim, et des milliers d'anonymes. À Paris, un court-métrage sur son combat remporta un prix dans un festival projeté dans des écoles pour enseigner l'éthique. À Arlington, les formations sur les préjugés devinrent un modèle national. Aurore, elle, continuait de servir non plus seulement son pays, mais une idée plus grande, celle d'une société où le pouvoir rime avec responsabilité. Ses cicatrices, visibles et invisibles, étaient des cartes d'un voyage douloureux, mais sa voix, claire comme une cloche dans l'aube, portait un message d'espoir. La justice, après tout, n'était pas une fin, mais un commencement. L'histoire d'Aurore Beaumont dans Une balle dans le crépuscule est bien plus qu'un simple récit dramatique. C'est un miroir tendu à nos consciences, une invitation à réfléchir sur la justice, la responsabilité et la dignité humaine. En tant que Français, nous chérissons les valeurs de liberté, d'égalité et de fraternité, mais ce récit nous rappelle combien ces idéaux peuvent être fragiles face aux préjugés et aux abus de pouvoir. Aurore, une officière française blessée pour une erreur triviale, incarne une résilience qui résonne avec notre culture, celle d'une dignité calme, d'une parole mesurée, mais d'une détermination inflexible. Son parcours, marqué par la douleur physique et morale, m'a profondément touché. Il souligne que la justice n'est pas un acquis, mais un combat constant, un dialogue exigeant entre individus et institutions. Ce qui m'a frappé, c'est la manière dont Aurore refuse de se laisser définir par sa blessure. Comme dans les romans de Victor Hugo, où les héros transcendent leur souffrance pour éclairer le monde, Aurore transforme son épreuve en une quête universelle. Sa capacité à pardonner sans oublier, à parler sans haïr, reflète une sagesse française, celle qui privilégie la réflexion à la vengeance. J'ai admiré son courage de témoigner malgré ses cicatrices et sa volonté de planter un olivier, symbole de paix et d'espoir. Ce geste, simple mais profond, m'a rappelé que les petits actes, une parole, un engagement, peuvent semer des graines de changement. Les personnages secondaires, comme Clara et Sophie, m'ont également inspiré. Leur solidarité, leur action collective incarnent cet esprit français du débat et de la mobilisation sociale. Clara, avec son éloquence, et Sophie, avec son réseau diplomatique, montrent que chacun, à son échelle, peut contribuer à la justice. Monsieur Larson, le voisin discret, nous enseigne que le courage peut être aussi simple qu'un clic sur un téléphone pour capturer la vérité. Ces figures nous rappellent que la société n'est pas un monolithe, mais un tissu d'actions individuelles.
Pour ma vie quotidienne, j'en tire plusieurs leçons. D'abord, l'importance de l'empathie. Avant de juger, il faut comprendre. Aurore a été victime de préjugés. Je m'efforcerai d'écouter et de voir au-delà des apparences. Ensuite, la nécessité de s'exprimer. Le silence, comme Aurore l'a dit, tue la justice. Que ce soit au travail ou dans ma communauté, je m'engage à dénoncer les injustices, même petites. Enfin, la résilience face à l'adversité. Comme Aurore, je veux transformer mes épreuves en opportunités d'apprendre et de grandir. Ces principes, ancrés dans notre culture française de dialogue et de responsabilité, guideront mes choix. Ce récit m'a aussi fait réfléchir à notre rôle collectif. Les réformes promises à Arlington montrent que le changement est possible, mais il exige une vigilance constante. En France, où les débats sur la police et les discriminations sont vifs, nous devons, comme Aurore, privilégier le dialogue constructif. C'est un appel à bâtir une société où le pouvoir sert et non opprime, où chaque voix compte. Si cette histoire vous a touché, si vous croyez en la justice et en la force du changement, alors agissez. Cliquez sur « J'aime » pour soutenir ce message, partagez la vidéo pour inspirer d'autres et abonnez-vous à notre chaîne pour ne manquer aucune de nos histoires. Laissez un commentaire pour partager vos réflexions. Comment cette histoire vous inspire-t-elle? Ensemble, faisons entendre nos voix comme Aurore l'a fait. Merci de votre soutien et continuons à bâtir un monde plus juste.